Il est impossible de décrire la sensation d'être au cœur d'un monument qui vient d'être découvert et qui surgit littéralement de terre. Il y a 200 ans, Rome construisait les plus grandes arènes jamais vues, un monument colossal de pierre, de spectacle et de puissance. Aujourd'hui, il n'en reste que des ruines. Mais lorsque Grok AI a tenté de le reconstituer à l'aide de données modernes, un constat profondément troublant et cependant attesté est apparu. Les combats semblent se dérouler davantage à l'extérieur de l'amphithéâtre qu'à l'intérieur. C'est une scène de chaos absolu. L'édifice recelait des connaissances bien supérieures à celles de la civilisation romaine antique, des secrets qu'il n'avait jamais voulu révéler. Une construction plus avancée que son temps. Grok AI est l'un des systèmes d'intelligence artificielle les plus avancés actuellement disponibles. Il traite simultanément d'immenses quantités de données. Numérisation LAR, images de drones, cartes archéologiques et archives de centaines de structures romaines. Grâce à cette intelligence appliquée au Colisée, le monde a enfin pu contempler ce monument dans toute sa splendeur d'antan. Une machine extraordinaire, parfaitement fonctionnelle, conçue pour fonctionner comme un système unique et interconnecté. Mais avant que l'IA ne révèle ce qui a été perdu, il est essentiel de bien comprendre ce qu'était le Colisée à l'origine. La plupart des récits antiques le décrivent comme un lieu de bruit et de violence, où des chasses d'animaux mises en scène poussaient les hommes et les bêtes à leurs limites, où des batailles célèbres et meurtrières étaient reconstituées de façon spectaculaire, et où des exécutions à grande échelle se déroulaient sous les yeux de dizaines de milliers de spectateurs. Mais ce que ces auteurs n'ont jamais vraiment expliqué, ou peut-être jamais compris, c'est l'énigme plus profonde qui se cache derrière tout cela. Comment une civilisation, il y a près de 200 ans, a-t-elle pu concevoir une structure capable d'accueillir des foules de la taille d'un stade moderne? Les chiffres à eux seuls surprennent encore les historiens. Une fois achevé, le Colisée pouvait accueillir entre 50 et 80 spectateurs. Aucun autre amphithéâtre de cette époque n'a approché une telle capacité. Les foules pouvaient entrer, prendre place, acheter à manger, assister à des spectacles et ressortir à une vitesse que de nombreux stades ultérieurs ont eu du mal à égaler. Mais ce qui rend le Colisée encore plus remarquable, c'est la précision de sa conception. Chaque couloir, chaque quai, chaque zone d'attente avait une fonction, non seulement pour les artistes, mais aussi pour les milliers de Hada, travailleurs en coulisses qui rendaient des spectacles possibles. Pourtant, le Colisée n'était pas qu'un simple lieu de divertissement. Sa conception revêtait une dimension profondément politique, un avertissement destiné à intimider chaque visiteur qui s'y trouvait. Un rappel que Rome disposait des ressources, de la main-d'œuvre et de la puissance organisationnelle nécessaires pour façonner le monde qui l'entourait. Sa forme ovale, sa géométrie précise et son emprise au sol colossale étaient une affirmation manifeste de stabilité et de contrôle. Rien n'y était laissé au hasard. La répétition en parfaite harmonie du motif des arcades sur les murs extérieurs témoignait de la confiance de Rome dans son savoir-faire architectural. L'un des aspects les plus novateurs du Colisée résidait dans sa gestion des flux de foule. L'édifice comptait 80 entrées et sorties. Les spectateurs pouvaient y entrer et en sortir avec une telle fluidité que les architectes modernes s'inspirent souvent du Colisée pour étudier la gestion des foules à travers l'histoire. Le système était clair et précis. Un billet permettait à chaque spectateur d'accéder à un escalier, un couloir et enfin à une place déterminée par son statut social. Les sénateurs étaient assis au plus près de l'arène, suivis par les cavaliers. Les citoyens de sexe masculin occupèrent les niveaux inférieurs. Les femmes étaient placées plus haut et les esclaves se tenaient dans les galeries supérieures. L'édifice lui-même était une représentation fidèle de la hiérarchie romaine, perceptible d'un seul coup d'œil. Les Romains déployèrent leurs technologies scéniques les plus avancées pour le Colisée. Son arène était dotée de dizaines de trappes dissimulant un monde souterrain de cages, de rampes, de poulies et d'ascenseurs. Depuis ce labyrinthe, les ouvriers pouvaient faire monter animaux, accessoires et artistes dans l'arène, avec une fluidité et une précision remarquables. Cette innovation fut initiée sous l'empereur Vespasien, vers l'an 70. Il la commanda comme un cadeau au peuple romain et un moyen de restaurer la confiance publique
après le chaos du règne de Néron. L'emplacement même de ce monument était significatif. Néron y avait jadis fait construire un lac privé au sein de son vaste complexe palatial. En l'asséchant et en le remplaçant par un amphithéâtre public, Vespasien affirma clairement son intention. Ce territoire n'était plus un terrain de jeu pour l'empereur. Il appartenait à Rome. À la mort de Vespasien, les travaux se poursuivirent sous son fils Titus. Ce dernier acheva le projet et l'inaugura en l'an 80 par 100 jours de jeu. L'effort de construction fut colossal. Des dizaines de milliers d'esclaves y participèrent, aux côtés d'artisans, d'ingénieurs et d'ouvriers qualifiés. Ils utilisèrent divers matériaux choisis pour leur résistance, leur poids et leur rapidité de mise en œuvre. Le béton romain, appelé opus cementitium, permit aux bâtisseurs de réaliser des voûtes, des fondations et des murs d'une durabilité remarquable. La structure extérieure et les principaux niveaux de siège étaient constitués de calcaire travertin. On utilisa de la pierre volcanique légère, réputée pour sa robustesse, pour les murs intérieurs aux formes irrégulières, là où un poids excessif aurait engendré des contraintes excessives. Les couloirs et les structures porteuses étaient construits en béton recouvert de briques. Des étriers de fer maintenaient les gros blocs de pierre ensemble, tandis que le marbre encadrait les entrées et revêtait les sièges réservés à l'élite romaine. Les Romains surent également recours à des arcs et des voûtes pour répartir le poids sur l'ensemble de la structure, lui conférant la solidité nécessaire pour supporter des dizaines de milliers de personnes simultanément. Ils privilégièrent une approche modulaire, décomposant le projet en unités reproductibles afin que différentes équipes puissent travailler sur plusieurs sections en même temps. Pour un édifice de cette envergure, sa construction en seulement 8 à 10 ans reste stupéfiante. La structure achevée était tout aussi fonctionnelle. Le mur extérieur s'élevait sur 4 niveaux. Chaque niveau arborait un style classique différent, dorique, ionique, puis corinthien au sommet. Au-dessus, un immense dais rétractable, le valerium, couvrait une partie des gradins. Manœuvré par des marins expérimentés de la flotte romaine, il offrait de l'ombre lors des événements de longue durée. Malgré son influence considérable, le Colisée que nous connaissons aujourd'hui ne représente qu'une fraction de ce qu'il était autrefois. Mais si une si grande partie du Colisée a disparu, comment pouvons-nous vraiment nous rapprocher de sa forme originelle? L'IA pourrait-elle enfin révéler des détails perdus depuis près de 2 ans? Les parties manquantes du Colisée. Une grande partie du mur extérieur sud du Colisée s'est effondrée à la suite d'une série de séismes qui ont frappé Rome entre le V et le XIVe siècle. 2 tremblements de terre, l'un en 847 et l'autre en 1349, ont causé les dégâts les plus importants. La secousse de 1349 fut la plus violente, arrachant d'énormes pans de pierre et laissant l'intérieur du bâtiment à découvert. Pourtant, malgré ces fissures visibles, la manière dont le Colisée a résisté aux contraintes demeure un mystère. Les ingénieurs d'aujourd'hui savent quelles zones ont cédé, mais peinent encore à comprendre la logique qui sous-tendait les zones fortes et les zones faibles de la structure. Les Romains construisaient avec une précision incroyable, trop avancée pour leur époque. Mais le raisonnement exact qui sous-tendait certains de leurs choix architecturaux s'est malheureusement perdu. Outre les catastrophes naturelles, les intempéries ont également joué un rôle lent et constant dans la ruine du Colisée. La pluie s'infiltrait, le calcaire, érodant les détails jusqu'à ce que les bords s'adoucissent et que les sculptures disparaissent. Le vent a également érodé les angles, dispersant de fines particules dans l'air siècle après siècle. La pollution moderne a accéléré la dégradation, noircissant les surfaces et rongeant la pierre d'une manière que les bâtisseurs n'auraient jamais pu prévoir. Couche après couche, l'extérieur du Colisée s'est dégradé, se transformant en ce que nous voyons aujourd'hui. Le feu a laissé sa propre empreinte, le Colisée ayant autrefois contenu d'immenses quantités de bois. Des gradins au plancher des chambres souterraines, la foudre et les incendies accidentels ont détruit à maintes reprises ces éléments en bois. Il en a résulté des supports fragilisés et des surfaces calcinées, contribuant à l'aspect fragmenté qui caractérise aujourd'hui le monument. L'un des plus grands mystères du Colisée réside dans le système de levage qui fonctionnait autrefois sous l'arène. Les trappes et les plateformes qui permettaient jadis d'admirer les animaux, les boxeurs et les décors ont depuis longtemps perdu leurs éléments en bois.
Il ne reste que des canaux de pierre, des rails sculptés et de subtils indices laissant entrevoir le fonctionnement de ce système. Les archéologues ont étudié ces marques en détail, élaborant plusieurs théories. Pourtant, personne n'a pu déterminer avec certitude le fonctionnement de l'ensemble du mécanisme. L'absence de plan a rendu l'énigme encore plus complexe. Les Romains n'ont laissé ni schéma complet, ni mesures officielles, ni dessins architecturaux pour guider les chercheurs modernes dans l'agencement du Colisée. Les récits décrivent des événements et non des plans de construction. Aujourd'hui encore, les efforts déployés pour explorer la structure se heurtent à des limites. Certaines zones sont trop fragiles pour y pénétrer et certaines salles se sont déplacées au fil du temps, rendant les mesures bases précises difficiles. Il en résulte un monument étudié depuis des siècles, mais qui reste encore nimbé de mystères. Les dommages les plus troublants subis par le Colisée sont peut-être l'œuvre de l'homme. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, l'arène, jadis magnifique, fut abandonnée, ses pierres descellées et ses murs laissés à l'abandon, livrés aux intempéries et à l'effondrement. Pire encore, au Moyen Âge, on commença à prélever des matériaux de construction de grande qualité. Les gradins en marbre furent les premières à disparaître. Les agrafes de fer qui maintenaient les pierres furent arrachées et réutilisées, laissant des trous encore visibles aujourd'hui. Des blocs de travertin furent également prélevés et réutilisés dans de nouvelles constructions à travers Rome. Même la basilique Saint-Pierre contient des matériaux provenant à l'origine de l'enceinte extérieure du Colisée. Outre le pillage, le bâtiment changea également de fonction au fil des siècles, selon ses occupants. Au XIIe siècle, de puissantes familles comme les Frannapani et les Anabaldi transformèrent une partie de la structure en forteresse. Des murs furent construits à l'intérieur de l'amphithéâtre, transformant les espaces destinés à la foule en zones défensives. Au XVe siècle, le pape Alexandre VI autorisa l'exploitation du Colisée comme carrière, et les ouvriers extrairent davantage de pierres pour de nouveaux projets dans la ville. Plus tard, des familles entières s'installèrent dans les ruines. Ateliers, entrepôts, écuries et petites maisons remplirent ce qui avait été les couloirs des spectateurs. Le monument devint un quartier, son identité originelle se fondant dans le quotidien. Au XVIIIe siècle, l'édifice acquit une nouvelle signification. Les papes le déclarèrent un lieu sacré en l'honneur des martyrs chrétiens qui y auraient bien péri. Cette désignation mit un terme à la destruction et le Colisée cessa enfin de rétrécir. Au XIXe et XXe siècle, un regain d'intérêt archéologique permit enfin d'entreprendre des travaux de restauration. Les ingénieurs s'efforcèrent de renforcer les murs, de dégager les décombres et de stabiliser certaines parties de l'enceinte extérieure afin d'éviter tout nouvel effondrement. De fait, d'importants travaux de conservation se poursuivirent jusque dans les années 1990, façonnant le monument tel que des millions de visiteurs le voient aujourd'hui. Malgré tous ces efforts, le Colisée demeure inachevé et soulève de nombreuses questions. Comment fonctionnait exactement le plancher de l'arène lorsque tous les éléments mobiles étaient en place? Comment les constructeurs ont-ils réussi à répartir les forces avec une telle efficacité que certaines parties de la structure restent pas stables même après tant de séismes? Quel genre de choses puis-je révéler? En 2025, un vaste projet de numérisation de 2 ans, mené par le Parc archéologique du Colisée, a permis de réaliser la première maquette tridimensionnelle complète de l'amphithéâtre antique. Grâce à la modélisation des informations du patrimoine bâti, BIM, l'équipe a créé une base de données unique et évolutive, intégrant les données géométriques, les matériaux et les informations structurelles. Ce système numérique permet aux chercheurs de mesurer, de surveiller et d'analyser le monument dans un environnement unifié, offrant une compréhension détaillée de sa forme, de son état et de son évolution au fil du temps. Les experts peuvent enfin suivre la propagation des fissures et comparer la réaction des différentes sections aux intempéries. Ils peuvent également planifier les travaux de restauration avec une précision inédite. Pour toute intelligence artificielle avancée, y compris Grok, ce modèle constitue un fondement. Il s'agit d'une cartographie précise de ce qui subsiste, de ce qui a disparu et de ce qui est prêt à être exploré d'une manière impossible à atteindre par les méthodes de recherche traditionnelles.
L'une des premières choses que Grok a pu clarifier est la répartition des fissures subies sur l'édifice. Aujourd'hui, le Colisée paraît inégal, comme si une partie avait vieilli plus vite que l'autre. Il s'avère qu'il existe une explication simple à cela. La moitié nord du monument repose sur un sol ferme, tandis que la partie sud était autrefois située sur un sol plus meuble, près du lac asséché de Néron. Au fil du temps, ces fondations irrégulières ont rendu la structure plus vulnérable à l'effondrement. Les ingénieurs connaissent la cause générale, mais la reconstruction numérique pourrait leur permettre de visualiser avec une précision remarquable la propagation des contraintes à travers les arches et les murs. Cette découverte pourrait guider les méthodes modernes de conservation, aidant les spécialistes à renforcer les zones fragiles avec une précision jusqu'alors inégalée. L'un des domaines les plus frappants où un modèle numérique peut faire la différence est l'hypoium. Ce système souterrain contrôlait autrefois chaque événement se déroulant dans l'arène. Grok pourrait étudier les vestiges de l'espacement, des rainures et des points de fixation, puis les comparer à des mécanismes similaires dans le monde romain. Grâce à ces connaissances, il serait peut-être possible de créer des simulations fonctionnelles d'ascenseurs, de trappes et de systèmes de poulies. Les ingénieurs pourraient ensuite les utiliser pour construire des répliques physiques destinées aux musées ou aux centres de recherche, montrant comment les artistes et les animaux accédaient à l'arène avec une précision remarquable. Un autre domaine crucial pour la reconstruction numérique est le Valerium, l'immense auvent qui abritait jadis des milliers de personnes. Le fonctionnement parfait de ce système reste à ce jour un mystère. Grok pourrait cartographier la direction du vent, les pointes d'ancrage et la répartition de la charge pour recréer l'auvent comme une structure fonctionnelle. Mais au-delà de la simple reconstitution d'un élément disparu, ce type de travail a une valeur contemporaine. Les ingénieurs étudiant les stades à ciel ouvert pourraient s'inspirer d'une solution du 1er siècle qui gérait la chaleur et la circulation de l'air sans machine ni électricité. La modélisation des mouvements de foule est un autre domaine où l'IA peut faire bien plus que de la simple description. Grâce à la numérisation et à la mesure des couloirs du Colisée, Grok a pu simuler les flux de circulation de plus de 50 personnes. Les concepteurs de stades modernes peuvent ainsi comparer la circulation dans l'arène romaine et aux systèmes actuels et comprendre pourquoi certaines méthodes antiques restent plus performantes que les méthodes contemporaines. L'un des aspects les plus négligés du Colisée est sans doute son acoustique. L'arène à ciel ouvert véhiculait autrefois les voix, la musique et les bruits de la foule sans la technologie moderne, ce qui façonnait l'atmosphère de chaque événement. Grok pouvait examiner la courbure des murs, les matériaux utilisés pour les gradins et la hauteur du sol d'origine afin de simuler la propagation du son. Grâce à cette maquette, les historiens pouvaient enfin comprendre l'environnement sonore de la Rome antique, tandis que les acousticiens modernes pouvaient étudier les solutions aux problèmes d'écho et d'amplification. Pour la plupart des visiteurs, le Colisée apparaît comme une simple structure de pierre nue, mais en réalité, ce monument arborait jadis des couleurs, des décorations et des textures qui demeurent à ce jour un mystère. Grok pourrait combiner l'analyse des pigments, des références historiques et des comparaisons avec d'autres sites romains afin de recréer l'aspect originel de l'édifice. Les musées pourraient utiliser ces maquettes dans leurs expositions, permettant ainsi aux visiteurs de pénétrer dans une version du Colisée plus fidèle à ce que les Romains ont réellement vu. Même les matériaux de construction eux-mêmes soulèvent des questions. Le béton romain se comporte différemment du béton moderne. Il résiste aux fissures, se régénère lentement avec le temps et est étanche. Si les scientifiques pouvaient étudier les processus chimiques qui confèrent sa résistance au béton romain, les retombées seraient bien plus importantes que pour l'archéologie. Ce qui distingue Grok des autres IA, c'est son approche du raisonnement plutôt que la simple reconnaissance de forme. Il peut pondérer des données contradictoires, identifier les chaînons manquants et construire des modèles qui tiennent compte des limites des preuves. Grâce à sa capacité à conserver le contexte, il peut fusionner textes anciens, mesures numérisées et rapports archéologiques sans perdre le fil. Sa capacité à effectuer des simulations lui permet de tester des hypothèses. Et si une reconstruction proposée ne correspond pas aux données physiques, Grok peut ajuster le modèle jusqu'à ce que tout s'aligne parfaitement. Mais le plus grand mystère entourant le Colisée demeure celui des premières batailles.
Première bataille sauvage, bataille navale qui s'y déroulait et de la manière dont les Romains géraient la circulation de l'eau à une telle échelle. Si Grok parvient à résoudre une énigme dans son intégralité, ce sera peut-être celle-ci, le mystère des batailles navales dans le Colisée. Parmi toutes les histoires liées au Colisée, aucune n'est plus incertaine que les récits de batailles navales qui s'y déroulaient autrefois. Ces événements, appelés maquis, visaient à recréer des affrontements maritimes célèbres et à offrir au public un aperçu direct de la guerre sur l'eau. Les auteurs antiques décrivent des navires, des marins et parfois même des gladiateurs combattant sur une arène inondée. L'idée même paraît presque inconcevable. Pourtant, les sources sont suffisamment claires pour suggérer que de tels événements ont bien eu lieu durant les premières années du monument. Ces batailles n'étaient pas des spectacles ordinaires. Elles relevaient du domaine de la célébration, destinées à démontrer la puissance d'ingénierie de Rome dans une ville déjà réputée pour ses aqueducs, ses fontaines et ses travaux publics colossaux. Inonder un amphithéâtre était une autre façon de démontrer sa maîtrise de la nature. Pour les premiers empereurs, c'était une affirmation. Si Rome pouvait contrôler les fleuves et les canaux à sa guise, elle pouvait tout contrôler. Le public voyait des navires lents à Stanford, où il s'attendait à du sable. Il voyait l'eau monter dans un lieu construit pour le combat. Mais c'est la technique de cette transformation qui pose problème. Pour que l'arène puisse contenir de l'eau, les ingénieurs avaient besoin d'un approvisionnement constant provenant des aqueducs voisins. Le Colisée se trouvait à proximité du réseau hydraulique central de Rome. Et il est probable que des canaux aient été détournés vers l'édifice lors d'événements spécifiques. Ces canaux auraient rempli le bassin uniformément, recouvrant le niveau inférieur d'une quantité d'eau suffisante pour permettre la navigation de petites embarcations. Rien dans ce processus n'aurait été simple. Le volume d'eau nécessaire pour créer un champ de bataille réaliste était colossal, et son débit devait être contrôlé avec précision afin d'éviter tout dommage structurel. Le drainage représentait un autre défi. Une fois la bataille terminée, l'arène devait retrouver son sol sec. Les chercheurs pensent qu'un réseau de tunnels souterrains évacuait l'eau, probablement vers la rivière Tiber. Ces canaux fonctionnaient par gravité, sans pompe, ce qui signifie que le processus était lent, pouvant prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Les chercheurs estiment que la conception du sol de l'arène a joué un rôle déterminant dans le succès de ces événements. Durant les premières années du Colisée, il n'y avait pas d'hypoïum permanent sous le sable. Sans ce réseau complexe de couloirs, de cages et de machines, l'espace sous la Seine était suffisamment ouvert pour retenir l'eau. L'ajout de l'hypogum sous les empereurs suivants a rendu impossible une inondation complète. Le sol devait désormais supporter de lourdes plateformes, des ascenseurs et un équipement scénique complexe. L'eau aurait endommagé la charpente et la maçonnerie, et l'ensemble du réseau souterrain serait devenu inutilisable. Cette chronologie explique pourquoi les batailles navales n'apparaissent que dans les récits historiques les plus anciens et disparaissent lorsque des auteurs plus tardifs décrivent l'amphithéâtre. Les chercheurs pensent aujourd'hui que la bataille de Namaki n'a probablement eu lieu qu'une ou deux fois à la fin du XIe siècle. Les inaugurations et les grandes célébrations étaient probablement les occasions de ces événements rares. Les chercheurs pensent également que des navires de guerre de taille normale n'auraient-ils pas pu entrer dans l'arène. Les embarcations décrites dans les récits antiques devaient être plus petites, peut-être des versions réduites de navires romains construites spécifiquement pour la représentation. Elles étaient suffisamment grandes pour transporter des combattants entraînés et créer l'impression d'un combat naval, mais suffisamment petites pour manœuvrer dans un espace restreint. Malgré les descriptions qui nous sont parvenues, de nombreux aspects de ces événements restent incertains. Les preuves archéologiques d'inondations à grande échelle sont limitées. L'hypogum, tel qu'il existe aujourd'hui, recouvre le sol où se trouvait autrefois le bassin, ce qui rend difficile le traçage des canaux d'origine. Il ne reste que des indices, des drains creusés, des traces d'un ancien revêtement de sol et des récits écrits décrivant l'eau se répandant dans l'arène. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur les vidéos à l'écran. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une prochaine vidéo.